C'est la folie. Salut à tous et bienvenue dans le podcast de Horizon Finisher. Alors j'espère que vous allez bien. Avec Fufu, on avait hâte de vous retrouver pour un nouvel épisode et on va se présenter encore une fois pour ceux qui nous connaissent pas. On est un kiné ostéo et un passionné de sport d'endurance avec un objectif très simple, c'est de regrouper toutes les questions qu'on voit passer ou qu'on nous pose régulièrement et d'en faire un contenu le plus accessible possible. Alors, le programme d'aujourd'hui, c'est l'interview, c'est la deuxième partie de l'interview de Marie de M Nutrisport sur Instagram. C'est un échange sur la nutrition et un sujet qui concerne quand même pas mal de monde et contrairement à ce qu'on pense, pas forcément les sportifs de haut niveau uniquement, même les débutants doivent s'y intéresser. Elle va essayer de nous partager des conseils assez pratiques pour mieux comprendre un petit peu les bases et comment un peu les utiliser au niveau du quotidien et essayer de répondre aux questions qui reviennent le plus régulièrement. Alors je vais vous laisser entre de bonnes mains parce que c'est Fufu qui prend le relais et je vous dis à tout à l'heure. Et salut les amis, on se retrouve de nouveau avec Marie, nutritionniste spécialisée dans le sport, qui nous fait encore une fois le plaisir d'être avec nous. Dans le premier épisode, on avait pu voir avec elle les bases de la nutrition. Aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans les profils spécifiques. Les végétariens, les jeunes sportifs, les athlètes avec certaines restrictions alimentaires, les athlètes féminines. Alors comment adapter son alimentation à chaque situation? Marie va tout vous expliquer maintenant. Il y a de plus en plus de gens qui font attention, quoi, et qui sont même végétariens, végétaliens. Tu as une approche particulière par rapport à ce type de personnes? Déjà, c'est important de questionner sur le type d'exclusion qu'il va y avoir au niveau nutritionnel. Est-ce que ça se limite à éviter la viande? Est-ce qu'on y ajoute aussi le poisson, les œufs? Enfin, il y a plusieurs niveaux dans le végétarisme. Et ça peut aller effectivement jusqu'aux athlètes véganes, où là, pour le coup, on est sur des apports beaucoup plus restrictifs. Donc, je pense que c'est important de sensibiliser l'athlète et le sportif et de l'éduquer sur l'importance et le rôle de la protéine qui va intervenir au niveau de la récupération musculaire, mais aussi, ça va vraiment être un peu les architectes de notre corps, les protéines, si je devais le schématiser. Et donc, de faire passer le message sur le fait que la protéine végétale, elle est ce qu'on appelle incomplète, dans le sens où il va y avoir un facteur limitant. En réalité, pour utiliser une protéine, l'organisme il va avoir besoin de la totalité des acides aminés qui composent une protéine. Et dans le cas d'une protéine végétale, on va avoir effectivement un acide aminé qui va être manquant. Donc, la nature est bien faite puisqu'il y a des solutions à ça. On va opter pour une stratégie de complémentarité protéique. Autrement dit, on va associer deux protéines végétales, typiquement un produit céréalier avec une légumineuse, donc ça peut être riz, lentilles, riz, pois chiches, pour obtenir l'équivalent en fait d'une protéine animale, donc d'une protéine complète. Donc c'est vraiment l'association des deux. En réalité, la force de l'une va être la faiblesse de l'autre, et inversement, ce qui va permettre d'obtenir l'intégralité des acides aminés essentiels à la reconstruction musculaire. Donc c'est important d'en avoir connaissance et derrière d'adapter en conséquence ses prises alimentaires pour ne pas être déficitaire. Ce qui est important aussi pour une personne végétarienne, c'est de noter que la quantité de fibres, elle sera aussi plus importante. Donc sur un sport d'endurance, on le sait que niveau digestif, il y a énormément de sensibilisation à faire puisque c'est la première cause d'abandon en compétition, les troubles digestifs. Donc une personne végétarienne devra peut-être adapter à l'approche d'une compétition ses choix alimentaires. Également, on va être sensible aux apports en fer puisque le fer d'origine végétale, qui est donc dit non héminique, va nécessiter l'utilisation d'une vitamine C pour être absorbée. Donc ça, c'est important de le savoir également. Typiquement, une personne aussi qui ne va pas consommer de poisson, être vigilant sur ses apports en oméga 3 qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Il y a pas mal de choses à regarder. Encore une fois, ça va rester du cas par cas.
mais c'est important de creuser le sujet pour bien optimiser tous ces apports. Ça doit être quand même assez compliqué, par exemple, quand tu rencontres des personnes avec des troubles du comportement alimentaire, l'approche doit être assez particulière. Alors, il faut savoir que les TCA, c'est important d'avoir une approche pluridisciplinaire, donc de pouvoir échanger avec le médecin, le psychologue, enfin tous les professionnels de santé qui gravitent autour du sportif pour avoir une prise en charge vraiment donc interdisciplinaire et qui est la plus globale possible. La part psychologique, elle est hyper importante dans le cadre de ces troubles. Derrière, l'approche qu'on va avoir en consultation, ça va être déjà beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie, essayer de comprendre un petit peu la relation qu'a l'athlète avec la nutrition, les émotions qui sont associées aux prises alimentaires, la perception du corps, l'image corporelle que le sportif peut avoir ou la sportive peut avoir d'elle ou de lui. Enfin, c'est beaucoup de questionnements en sachant que enfin, tout va partir de l'athlète et du sportif et de ce qu'il ou ce qu'elle va nous dire en termes d'informations. C'est-à-dire on va absolument pas rentrer de manière un peu brutale et poser un diagnostic si la sportive ne souhaite pas rentrer sur ce terrain-là. C'est important de créer vraiment un lien de confiance. Donc parfois, c'est des choses qu'on va voir et qu'on va sentir au bout de quelques consultations. C'est vraiment important, oui, d'avoir un bon lien et effectivement, comme je le disais, que la personne se sente en confiance et que derrière, elle puisse s'ouvrir et en parler parce que c'est des choses qui restent encore assez tabous et qui malheureusement sont pas assez mis en avant pour que les personnes puissent en parler assez librement et ouvertement. Il y a vraiment de la difficulté à parler de tout ça. Donc, je pense que ça touche beaucoup plus de sportifs ou sportives qu'on ne le croit. Et c'est important d'éduquer à ce niveau-là et de pouvoir en parler aux bonnes personnes, bien entendu, et avec qui on aurait un bon lien de confiance. Je pense qu'on est assez d'accord pour dire qu'il n'y a pas de secret entre la réussite et l'alimentation. Les deux sont liés. Mais on sait que voilà, en dehors des saisons, quand les athlètes pendant 8 mois, 9 mois, ils ont vraiment tout donné, etc. au niveau de l'alimentation, de l'entraînement, des compètes, etc. Ils ont tendance à se relâcher. Comment toi tu fais pour que l'athlète garde un maximum son poids de forme pendant cette intersaison, quoi, justement? Poids de forme, ça va être le poids auquel il se sent le mieux, là où il récupère le mieux. Donc, c'est un poids effectivement qu'on va chercher à maintenir. Donc, typiquement, on va adapter les quantités à sa dépense énergétique. Encore une fois, hein, c'est une histoire de balance. Si mes apports sont à l'identique de mes dépenses, je maintiens mon poids. Et contrario, si mes apports sont supérieurs à mes dépenses, je vais amorcer une prise de poids, pas forcément de qualité, s'il n'y a pas d'activité physique à côté. Donc là, à l'intersaison, nécessairement, la dépense, elle est réduite. Donc les apports vont être également réduits. Et là où c'est important d'être vigilant, c'est sur la notion de progressivité, puisque le sportif, il est habitué à avoir quand même un certain nombre de quantités sur sa saison. Donc derrière, il faut pas qu'il se sente frustré ou restreint ou voilà que ça entraîne des phénomènes compensatoires, du grignotage, des pulsions alimentaires et des TCA, on en parlait juste avant. Donc il faut vraiment qu'il soit au clair avec ses sensations alimentaires, l'écoute de la faim, de la satiété. Et ça, on en discute ensemble pour qu'il y ait vraiment une transition progressive. On voit si on maintient des collations, si lui, il en ressent le besoin ou non. On adapte vraiment en fonction de ce qu'il ou elle me donne comme retour en termes d'information. C'est vraiment un échange et une discussion. Pendant un plan que tu as mis en place, donc du coup, un régime bien spécial, etc., un plan alimentaire, est-ce que tu as un suivi pendant le plan? Comment tu juges que ce plan il fonctionne justement? Là, pareil, on va vraiment être sur de la discussion, c'est-à-dire que je vais lui poser dans le cadre des consultations plusieurs questions, notamment sur ses sensations, sur ses ressentis, sur ses résultats. Typiquement, s'il y avait un objectif pondéral, voir où est-ce qu'on en est par rapport à ce fameux poids de forme.
Également, je vais lui demander donc son niveau d'énergie, comment il se sent sur une échelle de 1 à 10 pendant les entraînements, la qualité du sommeil, le niveau de stress, la digestion, est-ce qu'il y a des douleurs, des blessures, des sensibilités ou autre. Tout ça, c'est des indicateurs qui vont me permettre d'évaluer l'efficacité du plan et si les besoins nutritionnels sont bien adaptés à mon sportif. Ensuite, pour évaluer la qualité, enfin l'efficacité, pardon, d'un plan nutritionnel sur la performance d'un athlète, là, pareil, on va vraiment être sur de la discussion, c'est-à-dire que je vais lui poser, dans le cadre des consultations, plusieurs questions, notamment sur ses sensations, sur ses ressentis, sur ses résultats. Typiquement, s'il y avait un objectif pondéral, voir où est-ce qu'on en est par rapport à ce fameux poids de forme. Également, je vais lui demander donc son niveau d'énergie, comment il se sent sur une échelle de 1 à 10 pendant les entraînements, la qualité du sommeil, le niveau de stress, la digestion, est-ce qu'il y a des douleurs, des blessures, des sensibilités ou autre. Tout ça, c'est des indicateurs qui vont me permettre d'évaluer l'efficacité du plan et si les besoins nutritionnels sont bien adaptés à mon sportif. Est-ce que tu as des plans particuliers pour les athlètes blessés pour les aider à revenir plus vite? Alors là, déjà, c'est important d'identifier le type de blessure. Typiquement, si on est sur une inflammation chronique type tendinopathie ou une blessure plutôt osseuse, là, on va avoir des axes de prise en charge assez différents. Je pense que c'est toujours bon d'être dans l'anticipation et, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, idéalement, si on peut éviter la blessure, bien évidemment que c'est mieux. Donc, toujours d'être dans une lignée préventive avec effectivement une nutrition adaptée au niveau de la quantité et équilibrée au niveau de la qualité. Après, pour citer les exemples que j'ai donnés juste avant, au niveau de la tendinopathie, donc on est sur une inflammation plutôt chronique. L'hydratation, ça va être l'une des premières actions puisque les tendons sont hydratés en dernier au sein de l'organisme. Donc, important de jouer sur ça. Une alimentation aussi anti-inflammatoire, puisque par définition, l'activité physique, elle va augmenter l'acidité corporelle et les niveaux d'inflammation. Donc, une alimentation riche en fruits, légumes, antioxydants va aider, et en oméga 3 aussi, qui ont des actions anti-inflammatoires, vont aider à optimiser la récupération. Également, on peut tendre vers différents compléments qui pourraient aider à la cicatrisation du tendon. On peut avoir la curcumine, qui est donc l'anti-inflammatoire naturel. C'est le principe actif du curcuma, qui va avoir encore une fois une action ciblée sur la tendinopathie. Les peptides de collagène qui peuvent être intéressants sur la réparation du tendon, puisque le collagène de type 1, c'est ce qui compose majoritairement nos tendons. Enfin, ça peut être voilà, des stratégies à ce niveau-là. Bien évidemment, le kiné va proposer des exercices en parallèle. Le repos sera parfois indiqué. Ça dépend, encore une fois, c'est du cas par cas. Sur une blessure plutôt osseuse, ce qui va être intéressant, c'est les apports suffisants en vitamine D. La vitamine D, on est en grand nombre carencé et pourtant elle a une influence sur l'absorption. Enfin, elle joue un rôle dans l'absorption du calcium qui est directement lié à la santé osseuse. Donc, important d'être sûr, voilà, d'être vigilant sur ces apports en vitamine D et en calcium dans le cas d'une blessure qui serait plutôt de type osseuse. Mais voilà, quand on est sur du curatif, après, voilà, comme je disais, d'avoir une vision plutôt préventive dans l'idéal, mais effectivement, quand on y est confronté, d'arriver à adapter aussi les quantités, puisque des fois, on se retrouve alité avec des dépenses énergétiques fortement réduites. Mais pour autant, on va quand même garder des apports en protéines assez important pour conserver la masse musculaire. Le but, c'est pas de tout perdre non plus sur cette phase qui est la blessure, mais plus de s'en servir comme une étape, comme une expérience pour rebondir et repartir mieux derrière. Beaucoup de marques de nutrition font des produits à base de caféine. T'as un retour personnel là-dessus, sur la consommation de caféine qui permettrait des meilleures performances?
Alors effectivement, il y a certaines études qui montrent des bénéfices sur notamment l'endurance, sur la force, la puissance, mais aussi la concentration, la vigilance. Donc c'est des choses qui sont pour moi intéressantes. Après, il faut faire attention à tout ce qui peut être effet secondaire, puisque généralement, il y a toujours du bon et du moins bon dans pas mal de choses. Encore une fois, ça reste souvent l'aspect quantité qui va être à gérer et surtout à individualiser en fonction de la tolérance de l'individu. Donc parmi les effets secondaires, on pourrait retrouver les troubles digestifs, le côté augmentation de la fréquence cardiaque qui, sur des sports d'endurance, on essaie quand même d'avoir une fréquence cardiaque qui, au départ de la course, n'est pas, enfin, garder une amplitude au niveau de sa fréquence quand même la plus importante possible. L'anxiété, ça peut faire partie aussi des effets. Donc important, voilà, d'avoir le bon dosage et le bon timing, et encore une fois de respecter les quantités. Ça ne conviendra pas à tout le monde, mais il y a des bénéfices qui peuvent y être associés. Encore une fois, c'est du cas par cas, mais c'est des choses qui, d'un point de vue performance, peuvent être intéressantes. Bon, en gros fan de cyclisme, je lis beaucoup de choses, j'écoute beaucoup de choses, je regarde beaucoup de vidéos et je vois beaucoup parler de la surcharge en glucides qui permettrait d'être vraiment tout le temps au top. Qu'est-ce que tu as comme retour, toi, là-dessus? Alors, surdoser en amont, comme je le disais, la fameuse surcharge glucidique, ça c'est intéressant, pour saturer vraiment les réserves énergétiques, ce fameux glycogène au niveau musculaire qui derrière sera consommé pendant l'effort et pendant la compétition. Après, pendant, effectivement, les glucides, ça représente le carburant. Donc, c'est intéressant de tourner aux alentours des 60 grammes de glucides par heure d'effort en y intégrant différentes sources de glucides. Je pense notamment au glucose, au fructose qui ont des récepteurs différents. Donc, ça permet de maximiser l'apport énergétique. Certains sportifs, effectivement, surdosent. Moi, j'ai certains athlètes qui montent à 90, 100, 110, parfois 120 grammes de glucides par heure d'effort. Alors, il faut savoir que plus on a de glucides pendant l'heure, plus le niveau d'énergie est important, effectivement, mais plus ce qu'on appelle la vidange gastrique, donc le temps de digestion, va être ralenti. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'entraîner au niveau intestinal à absorber des quantités de glucides plus importantes. Donc encore une fois, notion de progressivité, on va augmenter de manière logique. Si on n'a jamais consommé un gel ou une boisson énergétique au cours de ces entraînements, on va déjà démarrer par peut-être 30 grammes de glucides par heure. Et progressivement, on voit comment on se sent et on adapte les apports énergétiques en conséquence. Mais plus ne signifie pas nécessairement mieux, puisque certains, au niveau digestif, ça va peut-être moins bien se passer, donc il va falloir encore une fois individualiser. Certains seront en capacité de manger du solide, d'autres pour qui on va rester exclusivement sur des boissons, du liquide et des gels, des compotes, des choses beaucoup plus digestes. Enfin, encore une fois, on est tous différents. Il y a la théorie, il y a la pratique, donc on adapte nécessairement. Et on est là, on diabolise souvent les graisses. Est-ce que tu pourrais nous donner tout simplement le rôle des graisses dans l'alimentation? Alors, il est multiple. Les graisses, elles vont avoir un rôle au niveau déjà ça représente une source d'énergie. Ça constitue également la structure des membranes cellulaires. Ça intervient dans beaucoup de synthèses hormonales et certaines graisses vont avoir des propriétés anti-inflammatoires, donc importantes sur le côté récupération. Faut être vigilant sur les sources de graisse vers lesquelles on se dirige, puisque il y en a de plus ou moins bonne qualité. Typiquement, les graisses saturées vont être moins bénéfiques pour un sportif, mais même pour une personne lambda en excès, on va augmenter tout ce qui va être risque cardiovasculaire, etc. Et à contrario, on va avoir des graisses plutôt saines qui sont dites essentielles puisque le corps n'est pas en capacité de les produire. Donc, je pense notamment aux oméga 3 et aux oméga 6. Et à date, on surconsomme un petit peu les oméga 6 qui sont plutôt pro-inflammatoires au détriment des oméga 3 qui, comme je le disais jusqu'à présent, seront donc anti-inflammatoires.
Donc l'objectif, c'est de tendre vers des graisses de qualité. En termes de répartition par rapport à l'apport énergétique total, les graisses vont représenter 30 à 35% de la ration. Pour être encore plus précise et rendre ça peut-être plus concret, on va être aux alentours des 1 gramme par kilo de poids de corps par jour. Donc un individu de 70 kilos, ça représenterait 70 grammes de lipides, en fait, de graisses apportées par l'alimentation. Est-ce que dans le suivi des femmes athlètes, tu as une approche différente comparée à celui des hommes? Alors effectivement, il y a une approche qui est quand même différente dans le sens où je vais les questionner déjà sur leur cycle menstruel, voir s'il est régulier, s'il est douloureux, est-ce qu'il y a des adaptations à faire, etc. Et c'est ce qui est hyper intéressant, c'est que la science s'intéresse de plus en plus à la performance par rapport au cycle, à la période du cycle menstruel. On voit qu'il y a vraiment 2 phases distinctes, avec la phase folliculaire et la phase lutéale, où les apports alimentaires derrière peuvent être adaptés en conséquence. Donc il y a des stratégies même au niveau de l'entraînement, où typiquement la phase folliculaire qui est dominée par l'hormone que sont les œstrogènes, on va essayer d'augmenter plutôt les entraînements de puissance, de force. On a vraiment le corps qui est plus disposé à répondre à ce type de charge. À contrario, voilà, d'une phase lutéale, on a plutôt la progestérone qui est dominante, où on va être plus sur de l'endurance, etc. Donc, encore une fois, on individualise, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des échanges en one-to-one et de faire le bilan pendant voilà, un certain temps, où je vais questionner en fait la sportive sur beaucoup d'éléments. Et derrière, je préconise toujours un bilan sanguin au moins une fois par an, voir qu'il n'y ait pas d'anémie, etc. Puisque là aussi, on va adapter au niveau alimentaire, ou parfois même supplémenter, enfin compléter pour pallier à cette anémie, et qui va influencer directement le niveau de fatigue, la performance. Donc au niveau des femmes, ouais, il y a beaucoup d'adaptations qui peuvent être faites. Et par ailleurs, il y a certaines carrières qui commencent assez tôt. On voit des sportifs de haut niveau de plus en plus jeunes. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement par rapport à cette tranche d'âge? Alors effectivement, ils ont des besoins quand même spécifiques. Ils sont en pleine croissance, donc on va veiller à avoir les bons apports au bon moment. On est sur une tranche d'âge où finalement des ateliers éducatifs et de la sensibilisation va être quand même très importante. Et ça va même aller au-delà de l'enfant. On peut même aller chercher les parents, qui ont un gros rôle à jouer sur la composition de l'assiette, puisque généralement, l'adolescence, on est quand même tributaire de ce qui a été cuisiné par nos parents. Donc, l'éducation des parents est pour moi très importante, pour qu'ils puissent veiller à une bonne qualité au niveau alimentaire. Et derrière, l'adolescent, lui, va pouvoir gérer aussi l'aspect quantité en fonction de ses sensations de faim, de satiété, en lien avec sa dépense énergétique. On est d'accord qu'on parle de plus en plus du rôle des antioxydants. Non, alors effectivement, ils vont avoir un gros rôle à jouer sur la protection des cellules contre les fameux radicaux libres, qui peuvent être générés par une activité physique intense, par le stress, par la pollution. Donc tout ça fait que au niveau alimentaire, on va derrière adapter les apports sur notamment la partie micronutritionnelle, donc les vitamines, les minéraux, vitamine A, vitamine C, vitamine E, qui vont avoir un gros rôle antioxydant pour l'organisme. Donc pour rendre ça plus concret, on va les retrouver dans les légumes verts, dans les fruits rouges, dans les oléagineux, dans les légumineuses, les agrumes, les épices, les herbes aromatiques. C'est vraiment une alimentation équilibrée, faut le voir de manière assez globale, mais c'est vraiment la diversité qui va permettre de répondre à cet équilibre-là, et d'avoir donc les apports en micronutriments les plus adaptés possibles. Parfois, quand je fais les courses, ça m'arrive, je passe des longs moments à regarder les Nutri-Score, les ingrédients, etc. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait regarder principalement, quoi, pour éviter de passer des heures? Vraiment, qu'est-ce qu'il faudrait regarder en premier? Alors, les points d'attention sur lesquels je donnerais des recommandations, notamment la liste des ingrédients. Il faut savoir que les ingrédients, ils sont toujours classés par ordre décroissant.
donc du plus important au moins important. Donc faire en sorte que le premier ingrédient, ce soit peut-être pas le sucre, là je parle hors activité physique forcément, en dehors de l'effort où on mise pas nécessairement sur les glucides pour carburer. Donc lecture des étiquettes, regarder aussi les appellations s'il y a des noms un peu trop complexes. On est sur des choses parfois qui sont assez transformées et choses qu'on essaie d'éviter du plus possible. De manière générale, on va recommander d'être sur des produits quand même assez bruts, moins transformés, privilégier le fait maison et de regarder également le tableau des valeurs nutritionnelles, donc regarder la quantité de sucre, la quantité de sel, les fameuses graisses saturées qui sont plutôt à risque au niveau cardiovasculaire. Tout ça, faire en sorte qu'on soit plutôt dans des apports réduits et les plus bas possibles. Ça peut donner une bonne indication sur la qualité du produit. Comment tu fais pour que les athlètes gardent une bonne approche de leur régime alimentaire, que ça ne devienne pas excessif, voire même maladif? Et à éviter tout ce qui va être focalisation excessive sur les régimes alimentaires. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'orthorexie. L'orthorexie, c'est quand manger sain devient maladif. Donc je pense que c'est important lors de l'accompagnement d'être vraiment à l'écoute et d'amorcer des changements de manière progressive. Faire en sorte que les conseils donnés se basent vraiment sur les habitudes alimentaires de la personne et faire évoluer en fait sa routine alimentaire. Donc en général, je questionne sur ce que j'appelle l'enquête alimentaire. Donc je fais un état des lieux de tout ce qui est consommé du lever au coucher, voire vraiment en termes de quantité et au niveau de la qualité, les choix vers lesquels se dirige le sportif ou la sportive. Et derrière, je lui donne des conseils en me basant sur la constatation, sur l'état des lieux que j'ai fait en amont. Donc, je pense que c'est important derrière pour garder une relation saine, de ne rien imposer, de ne pas arriver avec un plan alimentaire complètement opposé de ce que la personne avait l'habitude de mettre en place, d'y aller par étapes. Vraiment, cette notion de progressivité, j'y reviens beaucoup, mais elle est importante parce que on met du temps à changer des habitudes. Chacun a son rythme aussi, donc de proposer quelque chose qui est adapté à la personne. Parfois, on va pas venir directement parler de quantité. Au début, on sera plus sur du conseil. Puis, au fur et à mesure des séances et des consultations, on va tendre vers une journée type avec des quantités. Et pour d'autres, ça sera uniquement des repères visuels d'assiettes. Où voilà, on va absolument pas imposer de quantité. C'est vraiment propre à chacun. C'est vrai que j'ai vraiment des profils d'athlètes très variés, et que ce soit en sport, en termes de pratique sportive, mais aussi dans leur approche, etc., et leur façon de voir les choses. Donc, l'accompagnement, on l'individualise toujours à l'individu qui est en face. Et derrière, voilà, c'est vraiment cette capacité à s'adapter et y aller par étapes. Après, avec toutes ces astuces, toutes ces connaissances que tu as, est-ce que toi, tu t'appliques à toi ces choses-là? Est-ce que tu suis un programme alimentaire en particulier? Alors, ça m'est arrivé de peser voilà, de comptabiliser un petit peu ma ration sur la journée. Pour le coup, il y a un peu de déformation professionnelle en comptabilisant tout ça. C'est pas quelque chose que je fais quotidiennement, mais par période, ça peut m'arriver effectivement au moment de ma préparation de mes repas, puisque les midis, on est sur des pique-niques ici, donc pour le coup, je prépare toujours mon tube la veille pour le lendemain ou le week-end pour la semaine, ça dépend selon l'organisation. Mais du coup, ça peut m'arriver effectivement de quantifier un petit peu. Après, globalement, je suis plutôt à l'écoute de mes sensations alimentaires et j'adapte pour garder une notion de plaisir dans l'alimentation qui est, je pense, hyper importante. Au niveau petit plaisir, toi, tu aurais un plat préféré, un truc vraiment waouh? Alors, je dirais que j'ai Je pense que j'ai un gros penchant pour la nourriture italienne, pour le coup, que ce soit les pâtes, risotto, lasagne, tout ce qui est, tout ce qui est d'Italie. Je pense que c'est en numéro un
dans mes préférences alimentaires. Et ça m'arrive, oui, assez souvent d'en intégrer. L'avantage, c'est que les veilles de course, ça rentre en plein dedans. Donc ouais, pour le coup, c'est ce qui, moi, ouais, m'apporte le plus de plaisir dans la nutrition. Au-delà du plat préféré, il y aurait un aliment, un ingrédient qui te fait craquer plus que les autres. Moi, par exemple, c'est le chocolat noir. Toi, ça serait quoi? Il y en a quand même pas mal. La liste pourrait être longue. Si je devais me limiter à un, ça serait le peanut butter, le beurre de cacahuète. Je pense que c'est un de mes points faibles que j'intègre malgré tout quotidiennement, hein, mais simplement que j'adapte au niveau de la quantité parce qu'on peut vite se laisser déborder. Et, euh, et voilà, en général, je l'amène sur mon goûter avec un fruit. Enfin, je l'équilibre ou je le mets dans des recettes. Et voilà, mais c'est vrai que le peanut butter, c'est un grand moment. Qu'est-ce que ça serait ton conseil pour les gens sportifs ou pas qui souhaiteraient retrouver du bien-être grâce à leur assiette, un certain équilibre alimentaire? Ça serait quoi le petit conseil? Je pense que c'est important de considérer que l'équilibre alimentaire, il se fait sur la semaine. Déjà, de bien entendre qu'il y aura ni aliment miracle, ni aliment interdit. Tout est question de quantité raisonnée et raisonnable. C'est généralement le message que je fais passer en consultation. D'être tolérant aussi envers soi-même parce qu'on a tendance à être assez strict et assez dur parfois. Donc, important de garder cette notion de plaisir, comme je le disais. Et surtout cette notion de progressivité. Si cet audio il vous a donné envie d'amorcer des changements, le faire, c'est une très bonne chose, mais par contre avec une vision long terme. C'est important d'avoir des objectifs effectivement à court terme, mais aussi à long terme. Faut compter une vingtaine de jours pour changer une habitude. Donc voilà, être tolérant envers soi-même et accepter de ne pas changer tout du jour au lendemain, de ne pas se frustrer et de ne pas être dans la restriction. Sinon, sur la durée, ça ne pourra pas marcher. Donc voilà pour les conseils que je donnerai. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Alors un immense merci à Marie pour sa patience et sa générosité. C'était notre première interview en condition de podcast, donc on est super content du résultat. Vous pouvez retrouver son profil Instagram en description. Elle y partage souvent des recettes qui sont top, des conseils nutrition super utiles, donc n'hésitez pas à la suivre. Ensuite, on a une grosse annonce à vous faire. On a une nouvelle collaboration. On est hyper fiers de vous annoncer un partenariat avec Réflexe Ostéo, qui est un organisme de formation professionnelle reconnu chez les professionnels de santé. Pour nous, c'est une super belle reconnaissance de nos valeurs et de notre engagement auprès des professionnels de santé et pour ceux qui accompagnent aussi les sportifs. La formation qu'on va pouvoir élaborer, c'est sur les trigger points dans la prise en charge du sportif. Il y en a souvent qui sortent dans nos magazines des trigger points. Et du coup là, on a décidé d'en faire une formation à part entière. Le prochain séminaire, ils seront sur Paris en juin 2025 et sur Nice en septembre 2025, et toutes les infos et les inscriptions sont dispo sur leur site. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Horizon Finisher, et comme on dit chez nous, la baguette.